Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. C'est Late et Smart et durant une heure comme chaque soir jusqu'au vendredi, nous allons tenter de mieux comprendre l'actualité économique du moment avec mes deux invités. De quoi allons-nous parler ce soir? D'abord, on va parler Girl Power. J'y reviendrai dans un instant. Notre premier gros débat évoquera les créations d'entreprises. L'INSEE a publié, c'était vendredi, juste avant le week-end, le chiffre des créations d'entreprises en France en 2020 avec un nouveau record. Voilà, malgré la pandémie, malgré la crise économique, les créations d'entreprises, évidemment surtout les entreprises individuelles, on y reviendra, sont un record. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est tant une bonne nouvelle que ça? Est-ce qu'à l'inverse, c'est pas le signe d'une situation dégradée ou d'une évolution peut-être défavorable du marché du travail? Voilà, ce sera différentes questions que je poserai à mes invités sur ce thème de la création d'entreprise. Et puis dans la deuxième moitié de l'émission, on reviendra sur l'espèce d'engouement de fusion d'entreprises que l'on observe avec à chaque fois des situations différentes et parfois des polémiques. Donc le refus du gouvernement français d'accepter que le groupe Carrefour passe sous pavillon canadien. Depuis hier dimanche, un nouvel épisode dans le feuilleton Veolia-Suez avec Suez qui a trouvé ces deux chevaliers blancs, deux fonds d'investissement, dont l'un est américain. Alors voilà, est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec le sujet Carrefour? On a également, depuis ce matin, à la Bourse de Paris, à la Bourse de Milan, demain à Wall Street, une nouvelle valeur qui s'appelle Stellantis, qui est donc le résultat de la fusion officielle et définitive depuis samedi, fusion des groupes Peugeot SA et Fiat Chrysler Automobile. À chaque fois, voilà, des situations différentes. Pourquoi ces envies de fusion dans l'environnement actuel? Voilà, ce sera notre second débat ce soir, débat en compagnie de mes deux invités. Donc à ma gauche, Perle Bagot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice associée du Hub Institute, un think tank spécialisé dans l'univers du numérique. À droite, Bruno Demoura-Fernandez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste chez Coface. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Tout de suite, notre première petite question apéritif. Regardez ce tweet en commentaire à la nomination de nouvelle directrice à la Bourse de Paris par Euronext, donc la maison mère de la Bourse de Paris, Girl Power, la Bourse de Paris. Regardez ce titre que j'ai écrit sur l'écran et m'a été reproché par les journalistes femmes de Bismart, une femme à la tête de la Bourse de Paris. Voilà, on ne devrait pas écrire ça parce que, voilà, en quoi c'est un événement ou pas, voilà, c'est tout l'objet, hein, c'est tout l'objet du débat à l'occasion de la nomination annoncée ce matin donc par Euronext Paris de Madame Delphine Damarzit à la tête de la filiale Bourse de Paris. Elle était numéro 2 d'Orange Bank, spécialiste des marchés de capitaux, deviendra à 47 ans, nous dit Le Monde, voilà, la première femme dans l'histoire boursière à diriger la place parisienne. Est-ce que c'est un sujet, est-ce que c'est un non-sujet? On va parler juste dans la foulée de la thématique des quotas de femmes à la direction des entreprises. L'Allemagne non seulement est pour, mais engagée dans une modification de sa loi. Et à l'occasion de cette annonce aujourd'hui, le ministre de l'économie et des finances français, Bruno Le Maire, aujourd'hui, s'est dit favorable à de tels quotas. Je commence évidemment par vous sur cette question. Perle Bagot, est-ce que ce sujet ne devrait pas exister tel que je le présente là, ou est-ce que c'est quand même bien d'essayer d'évangéliser le sujet de la place des femmes dans les directions générales des grandes entreprises? Alors effectivement, aujourd'hui, c'est un sujet. J'espère qu'un jour, ça deviendra un non-sujet. Un non-sujet. Puisqu'effectivement, cette annonce de nomination a été principalement traitée par les médias par le fait que c'était une femme. Pour cette raison. Exactement. Ouais. Donc bon, je pense qu'elle a d'abord été recrutée pour des compétences dont elle a fait preuve tout au long de sa carrière, plus que pour le fait qu'elle soit une femme. Il n'y a pas de doute, mais il y a une symbolique. Exactement. Ceci dit, ça reste un acte fort. On voit ce milieu financier qui se féminise petit à petit, très doucement, mais quand même sûrement. Oui, en plus, c'est la bourse, hein, comme vous dites, c'est le milieu financier, c'est très particulier. Hein. On a vu la FMI, la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui ici, donc c'est quand même très positif. Et puis, il faut se souvenir quand même que le milieu financier était un milieu qui a pendant très longtemps été interdit aux femmes, jusqu'à peu finalement, jusque dans les années 60, où les femmes n'avaient même pas le droit de pénétrer finalement dans les grandes places boursières. Et jusque dans les années 80, je crois que le recrutement était exclusivement
pour ne pas dire, enfin principalement, exclusivement réservé aux hommes. Oui, moi qui suis un peu plus vieux, voire beaucoup plus vieux que vous, moi j'ai commencé ma carrière à la Bourse de Paris, j'étais tout jeune, voilà, à l'intérieur, il y avait encore une activité à l'intérieur du palais, évidemment, il y avait quasiment pas de femmes, hein, donc là la symbolique est quand même très forte. Donc ça c'est très fort, et puis je trouve que ça fait aussi écho au fait qu'il y a quelques mois maintenant, il y a une étude qui est sortie à Harvard sur le fait qu'effectivement les femmes étaient potentiellement meilleures gestionnaires en temps de crise, dans le sens où voilà, elles prenaient moins de risques et donc apportaient de la stabilité sur les marchés. Ça vaut ce que ça vaut, mais bon, c'est dans la continuité effectivement de ce qui a été en tout cas porté, annoncé, diffusé ces derniers mois. Je pense que ça contribue de manière directe ou indirecte finalement à la féminisation des métiers. Et finalement, à la féminisation, certes, mais pour arriver à une égalité, à une équité, à une parité dans les différents secteurs. Le secteur financier est un secteur très représentatif et montre bien finalement la marche qui est en train d'être faite. Maintenant, effectivement, j'espère que d'ici quelques années, voire quelques mois, peut-être peut-on espérer, on traitera plus ce genre d'actualité, effectivement, de cette manière, mais vraiment pour ce que ça a d'important, c'est-à-dire effectivement la nomination d'un nouveau dirigeant, un poste clé, surtout en temps de crise, avec une carrière. Voilà. Et il se trouve que c'est une femme, mais finalement. On va revenir 2 secondes sur les principes des quotas. Bruno, comment vous réagissez à la symbolique de cette nomination? Encore une fois, pas dans n'importe quel univers, dans l'univers jusqu'ici un peu hermétique, un peu masculin, voire macho, de la finance, mais spécialement des marchés financiers. Effectivement, le fait qu'on tourne ça comme une femme est nommée, ça montre bien le caractère encore exceptionnel en fait, du fait qu'on nomme une femme. Mais bien sûr, dans quelques années, probablement, on ne mentionnera même plus cela. Mais après, voilà, c'est la première fois, il me semble, non la Bourse de Paris, c'est la première fois, il n'y a aucun doute. Rappelons quand même, il y avait eu tout le débat en fin d'année dernière. Il y a une seule femme à la direction d'un groupe du CAC 40, donc chez Engie. Donc il y a encore du boulot. Et précisément sur ce point, se pose donc la question d'une réglementation, d'une contrainte à poser, en tout cas aux grosses entreprises, pas aux petites PME et TPE. L'Allemagne a décidé d'imposer dans les directoires, à partir de 3 personnes dans le directoire, au moins une femme. Ça, c'est tout récent. Et je le disais dans le sommaire, Bruno Le Maire est favorable à trouver quelque chose du même style pour la loi en France, sachant qu'on a une contrainte sur les conseils d'administration. Les administratifs, on ne l'a pas sur les comités exécutifs ou les comités directeurs, les systèmes juridiques ne sont pas tout à fait... Alors qu'en Allemagne, c'est conseils de surveillance directoire, enfin bon, c'est à peu près l'équivalent. Seriez-vous, le cas échéant, vous pensez que c'est une bonne chose? C'est toujours difficile, c'est-à-dire que les quotas, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'à la fois, à partir du moment où c'est une contrainte, on peut toujours... Et puis il y a toujours cette question de fond, c'est pourquoi est-ce qu'elle a été nommée à ce poste-là? Est-ce qu'elle a été nommée parce que c'est une femme, etc. Donc c'est toujours un petit peu délicat pour en avoir parlé justement à des dirigeantes. On s'aperçoit quand même que ces quotas permettent, l'air de rien finalement, de pouvoir faire bouger les lignes. Et que la contrainte et le quota est aujourd'hui l'un des leviers qui fonctionne le plus pour faire bouger les lignes et obliger finalement les entreprises à prendre ça en considération et à évoluer, sachant qu'effectivement, ils n'ont pas pour vocation à rester ou en tout cas à être vécus comme une contrainte, mais vraiment sur le long terme, pas forcément. Équilibrer, voilà, sur le long terme et à mettre en place vraiment cette égalité, cette équité entre les hommes et les femmes dans les entreprises. Donc c'est toujours un petit peu délicat. Maintenant, c'est toujours facile de dire, et je pense que beaucoup d'hommes peu scrupuleux, peut-être un peu machos, se mettront toujours derrière le oui, mais elle est là parce que c'est une femme. Maintenant, je pense que sur ces postes-là qui sont stratégiques pour les entreprises, la question reste la compétence. Donc, on pourra toujours dire ce qu'on veut si cette personne est nommée, et je pense d'ailleurs que ça vaut pour un homme comme pour une femme, c'est parce qu'elle a les compétences pour être là et qu'on considère... Certains disent effectivement on sera arrivé à un degré de maturité sur ces sujets quand on sera capable de virer les femmes. Oui. Au même titre que, enfin, pour voilà, c'est entendu. Je pense que pour le coup, on entend moins parler de ça, du fait qu'il y ait des différences entre le fait de virer des hommes ou des femmes. Bon, je suis un peu. Donc vous seriez plutôt favorable à effectivement, sur une base peut-être pas temporaire pendant quelques années. Je finis par l'être parce qu'effectivement, après avoir échangé avec des dirigeantes et des dirigeants, c'est un levier fort qui fonctionne et qui fait bouger les lignes. Donc, allons-y. Un dernier point, après je vous embête plus avec ce sujet. Est-ce que dans l'univers du numérique, des startups, etc.,
On moque parfois aussi le profil Tout à fait, type il y des a eu quelques start-upers, d'ailleurs, voilà, surtout Twitter, ouais. à la fois le même look, voilà. Ou des unes Oui. de magazines économiques Voilà. qui ont justement mis en avant Un principalement peu un des manque hommes, de, mais pas du un tout manque de de femmes, femmes. oui. C'est un vrai C'est sujet. comme partout, c'est... Je pense que c'est comme partout dans le sens où c'est un problème de fond de société. Et puis il y a aussi un autre sujet dans le numérique qui est un petit peu plus lié aussi à l'entrepreneuriat, qui est qu'effectivement, culturellement, les hommes sont plus enclins, ou en tout cas ont reçu une éducation plus favorable à l'entrepreneuriat que les femmes. Et donc effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont plutôt des hommes, parce que culturellement, voilà, c'est plus, on est dans cette dynamique-là. Ceci dit, il y a un vrai engagement, il y a beaucoup d'associations, il y a aussi un engagement, un soutien politique sur cette partie-là, sur le fait effectivement de soutenir des femmes, surtout sur donc, que ce soit sur des projets entrepreneuriaux ou sur des fonctions plus techniques, plus spécifiques, notamment sur la data, sur l'intelligence artificielle, voilà, qui favorisent finalement le développement des femmes dans cet environnement-là. Notamment, ça passe beaucoup par l'éducation. Donc ça, c'est un point très important, très intéressant. On voit dans les écoles d'ingénieurs, il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes, donc ça, c'est très bien. Mais effectivement, ce sont des enjeux qui passent d'abord par l'éducation. Et donc ça remonte donc pas tout petit, mais pas loin, quoi. Effectivement, ça démarre tôt, quoi. Ça démarre très tôt. Ce sujet vous parliez des écoles d'ingénieurs, notamment sur les sciences, etc. Évidemment, c'est par les perles, c'est plus naturel, plus facile de commenter. Un avis sur l'idée de quota pour pousser un petit peu la machine et les entreprises à s'obliger à avoir cette préoccupation-là, parce que pour avoir des femmes dans les COMEX, enfin plus de femmes dans les COMEX, ça veut dire effectivement nourrir un peu les échelons en dessous, de façon à arriver à même niveau de... Oui, effectivement, les quotas, ça peut être un très bon accélérateur en fait, de tendance. Je pense que la tendance est de toute façon là. Mais après, c'est vrai que parfois, il faut un peu peut-être l'aider. Effectivement, je pense que c'est sur le long terme que très vite, les effets de l'éducation se font sentir. Mais à court terme, en tout cas, parce que les quotas peuvent accélérer les choses. Et donc oui, effectivement, on pensait que c'est une bonne chose. Bon, l'Allemagne a lancé le mouvement. En tout cas, d'un point de vue législatif, on verra si ce sera le cas en France. Tout de suite, nous parlons création d'entreprise. On l'a évoqué un tout petit peu avec l'entrepreneuriat dans le numérique. On va commenter ces chiffres encourageants, en tout cas records de la création d'entreprises en France. Regardez ce gros titre du quotidien Les Échos ce matin. Les Français, est-il écrit, n'ont jamais créé autant d'entreprises qu'en 2020. Près de 850 000 entreprises ont été créées l'an dernier. C'est, nous dit le journal, presque 35 000 de plus qu'en 2019. Ce sont les chiffres de l'INSEE publiés juste avant le week-end. Alors, comme ça, effectivement, il y a un petit peu forcément de surprise. On a la plus grave crise quasiment de l'histoire, la plus grave crise économique de l'histoire, avec une économie qui a été à l'arrêt pendant 2 mois au printemps et réouverte petit à petit au fil des mois suivants. Et malgré ça, voilà, un envol des créations d'entreprises. Alors bien sûr, c'est évoqué, les micro-entreprises, les entreprises individuelles sont responsables de cette envolée, en progression significative de 6%. Voilà, les entreprises individuelles à 630 000, c'est évidemment sur l'ensemble des 850 000 le lot le plus important, mais les autres entreprises classiques, entre guillemets, se sont bien tenues puisqu'elles sont à un niveau de stabilité par rapport à 2019, là encore, malgré la relative, la très forte difficulté de l'économie, en 2020. On imagine, on n'a pas tous les détails, on imagine que le secteur du numérique est significatif. Si on prend les entreprises normales, les entreprises individuelles, c'est beaucoup dans le secteur des transports, parce que là, c'est les livreurs, les VTC, etc. C'est les gens qui ont... Est-ce que, Bruno, vous pensez que c'est une conséquence d'abord des difficultés économiques de l'année? Il faut d'abord voir dans ce chiffre qui concerne surtout les entreprises individuelles un effet paradoxal de la difficulté économique de cette année 2020 on se débrouille, quoi. En réalité, pas forcément, parce qu'en fait, cette tendance-là, elle vient déjà des dernières années. L'an dernier, je crois qu'on a eu plus de 18% de création d'entreprises. Et en fait, ça fait déjà plusieurs années qu'on a vraiment des créations d'entreprises très dynamiques, d'ailleurs bien plus que nos voisins européens. Et en fait, effectivement,
l'INSEE actuellement a quelques problèmes de méthodologie, mais il semblerait que ça provient quasiment exclusivement des micro-entrepreneurs. La hausse, en tout cas, hein, cette année, tout à c'est ce fait, que je disais. exactement, Oui. tout à fait. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qui vient déjà des dernières années, où on a énormément de création d'entreprises, effectivement, dans le transport, donc dans les VTC, et puis après, on a ce qui est... Le premier secteur, c'est transport et entreposage, selon la terminologie de l'INSEE, dit le papier. En clair, voilà, beaucoup de livreurs de repas ou de chauffeurs de VTC dont l'activité a explosé compte tenu de la situation sanitaire. Oui, et puis ensuite, il y a aussi même dans la construction, par exemple, dans la construction, ce sont également les micro-entrepreneurs en fait, qui tirent vraiment ça. Alors, on peut voir plutôt peut-être un changement un peu des mentalités, peut-être qu'effectivement, on se met de plus en plus à son compte. Mais en réalité, et quand on voit les chiffres, notamment de salaire, on se rend compte que alors, le salaire moyen d'un micro-entrepreneur en France, c'est 5 700 € par an. Donc on est à moins de 500 € par mois. Ouais. Donc on voit bien que, alors, c'est pas forcément toujours le seul emploi qu'on a, mais ça montre aussi que, voilà, qu'à côté, peut-être qu'on va avoir un autre emploi, mais qu'en fait, on va ensuite s'inscrire aussi sur Deliveroo ou autre d'ailleurs, ou devenir VTC. Donc plus qu'une réaction en fait à la crise, je pense que c'est déjà quelque chose... Une tendance de société. Exactement, dernières années, où effectivement, avec le statut de micro-entrepreneur, on a rendu la création d'entreprise très facile, très flexible, avec des démarches administratives simplifiées, aussi une fiscalité un peu plus avantageuse. Et donc, mécaniquement, voilà, on pousse à la création d'entreprise, et il y a effectivement un changement de mentalité aussi progressif. Quel est votre premier regard, Perle, sur ces statistiques records de la création d'entreprises en France ? Moi, je vois 3 points. Effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que c'est une tendance de fond qui est liée effectivement à des règles fiscales beaucoup plus souples. Je pense quand même qu'il y a une petite accélération, ou en tout cas une part de ces créations d'entreprises qui sont quand même liées à la situation économique, parce que de plus en plus maintenant, entre deux jobs, en fait, on monte un statut d'auto-entrepreneur et on fait quelques missions. Et ça, typiquement dans le numérique, moi, je le vois énormément. Ça fait soit de manière subie, entre guillemets, soit voulu parce que les gens ne veulent pas reprendre un poste tout de suite. Mais en tous les cas, je vois que le contexte est quand même plus favorable. Y compris en termes d'affichage, d'ailleurs. Hein, effectivement, c'est sûr aussi, que sur LinkedIn, c'est mieux de dire qu'on a créé sa structure de conseil que de dire qu'on est en attente de son nouveau défi professionnel quand on a quitté une boîte. C'est pas du tout, c'est pas un cache-misère. Hein, c'est vraiment, effectivement, ça se développe de plus en plus. C'est positif. Exactement. Ouais. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi quand même avoir quelque chose en tête, c'est que ces entreprises, quand on parle typiquement de chauffeurs Deliveroo, c'est une entreprise au sens c'est une personne. Oui, c'est pas une vente. Oui, voilà. C'est pour ça. C'est-à-dire que voilà, c'est là où il faut effectivement. C'est le statut d'auto-entrepreneur. Exactement, qui est un petit peu différent. Et puis le troisième point, moi je trouve qu'on a quand même, et je le vois même, ne serait-ce que dans mon environnement. Cette crise, le confinement, le Covid, la crise sanitaire, a quand même fait réfléchir les gens sur pourquoi est-ce qu'ils travaillent, le sens de leur carrière professionnelle, qu'est-ce qu'ils veulent donner comme sens à leur vie, comment est-ce qu'ils veulent travailler, sortir du style de vie très, très urbain, très stressant du travail. On a eu le temps de se poser des questions qu'on ne se posait pas auparavant. Exactement. Et je vois beaucoup, notamment sur des jeunes qui sont prêts aujourd'hui à quitter leur poste, et qui le font d'ailleurs, pour créer leur propre entreprise. Alors encore une fois, à plusieurs niveaux, créer son entreprise, ça peut être auto-entrepreneur et être free, en fait, indépendant, mais ça peut être aussi se lancer finalement dans une nouvelle type d'expérience professionnelle. Et ça, on le voit beaucoup quand même, le confinement, cette crise a fait remonter ce besoin des gens, des Français et des professionnels de redonner un petit peu un sens à leur vie. Et ça passe, entre autres, par le fait effectivement de monter sa propre structure, ou en tout cas de prendre le temps de tenter en fait de faire quelque chose, d'essayer. Ce qui ne veut pas dire que derrière tout le monde a en tête de développer une entreprise internationale, mais en tout cas on sent qu'il y a une envie de tenter les choses, d'essayer, puisqu'il n'y a plus rien à perdre. Parce que le contexte est tel qu'aujourd'hui finalement on peut prendre le risque, on ne chutera pas de bien haut finalement. Donc ça c'est un point important qui, quand j'ai vu ces chiffres-là, ça ne m'a pas non plus étonné. Ça vous a pas surpris. Bruno, vous nous disiez que les chiffres de la création d'entreprises en France sont plutôt supérieurs chez nous sont plutôt, je l'ai dit 2 fois en France, les chiffres de création d'entreprises sont plutôt supérieurs chez nous que chez nos voisins européens. Est-ce qu'on fait un lien, est-ce qu'on est capable de faire un lien entre ce type de statistiques et les performances économiques qui a priori sont pas
meilleur chez nous qu'ailleurs. En quoi dit autrement, ce serait une bonne nouvelle, à part d'un point de vue individuel, pour les raisons évoquées par Perle à l'instant, d'un point de vue macro, est-ce qu'on sait si on est capable d'en tirer des conclusions positives pour l'économie d'un pays? Alors, selon la théorie économique, plus on crée d'entreprises, et mieux c'est, parce que plus ça fait de concurrence, plus ça pousse à la productivité, et puis ensuite, voilà, les meilleures entreprises... Plus il y en a qui essayent au départ, plus il y en a qui réussissent à l'arrivée, même s'il y a de la chute entre-temps. Et puis, la concurrence entre elles pousse ensuite à être plus productive, création de plus d'emplois, etc. Mais en réalité, en fait, cet effet-là, il se fait sentir surtout sur le long terme, puisqu'évidemment, toute cette création destructrice, en fait, ou destruction créatrice qui, en fait, ensuite évince les moins bonnes entreprises et permet, encore une fois, à cette productivité de vraiment s'exprimer, elle se sentir surtout sur le long terme. Donc, à court terme, de toute façon, il est quand même difficile de vraiment voir un impact sur la croissance et le potentiel de croissance en France. Maintenant, aussi se pose la question justement du style d'entreprise, du type d'entreprise. Et en fait, encore une fois, si on parlait là de sociétés en fait, qui peuvent se développer, etc., c'est très différent puisqu'elles peuvent, encore une fois, concurrencer les autres entreprises. Là, quand on voit les chiffres, c'est beaucoup d'auto-entrepreneurs, mais on sait bien que le statut d'auto-entrepreneur, en fait, limite le développement. Vous êtes limité à 170 000 euros, ou 72 000 selon votre activité de chiffre d'affaires. À partir du moment où vous dépassez ce chiffre d'affaires-là... Il faut créer une vraie entreprise, quoi. Enfin, exactement. Et puis après, c'est aussi le cas, par exemple, pour l'enregistrement de l'amortissement des charges réelles, etc. Ce sont des détails, mais on va dire que si vous voulez vous développer, alors... Encore une fois, il faut passer au stade supérieur. Donc en fait, il est possible qu'au niveau macro, on ne voit pas avant plusieurs années encore en fait, l'impact vraiment sur la productivité, etc. Encore une fois, au niveau de macroéconomique. Ouais. Et qu'on peut faire un lien avec le chômage, sous-entendu, j'arrive pas à trouver un boulot, je crée mon propre job. Ce qui serait un peu pas très cohérent avec les chiffres du chômage. Enfin, si cette année, en 2020, oui, mais pas la tendance que vous évoquiez, alors que depuis 2-3 ans, le chômage était plutôt à la baisse, avant mars 2020, alors qu'on avait des créations d'entreprises déjà en hausse, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Alors, ça peut toujours jouer, en fait. Effectivement, on peut se dire que si on a du mal à trouver un emploi, on se crée un emploi. Surtout parce qu'encore une fois, ça se fait en ligne, en quelques clics. Et donc, encore une fois, c'est très différent en fait, du fait de créer une société ou une entreprise individuelle, on va dire, dans un format plus classique. Donc oui, effectivement. Mais après, il faut voir, encore une fois, s'il est là, si ça tient. Donc après, très vite, ce sont des personnes qu'on peut aussi retrouver à nouveau au chômage après. C'est pour ça aussi qu'on ne voit pas forcément un impact massif en fait, sur le chômage de ces créations d'entreprise. Oui, parce que vous disiez le plus rien à... Pardon, je voulais réagir. Allez-y. Vous disiez le plus rien à perdre tout à l'heure. Ouais. Vous le positiviez en disant plus rien à perdre, l'économie va mal, le monde est un peu bouleversé, je me lance. Mais c'est aussi plus rien à perdre, j'arrive pas à trouver du boulot. Donc, ce qui est une vision moins positive, même si c'est peut-être dans beaucoup de cas la bonne façon de réagir. Alors, nous, ce qu'on observe au Web Institute depuis plusieurs années déjà, c'est typiquement aux Pays-Bas, le rapport de force, entre guillemets, sur le marché de l'emploi est un petit peu inversé. C'est-à-dire que les bons profils sont en free. Ce sont des indépendants. Et les entreprises les sollicitent pour des missions, pour des projets, sur du en tant qu'indépendants. Sur du long terme, en tant qu'indépendants. Parfois, ils sont même quasiment partie intégrante, finalement, de l'entreprise. Mais ces profils-là qui sont bons souhaitent rester indépendants. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet de fond. Alors, je ne dis pas que ça explique encore une fois ces chiffres-là, mais c'est une vraie tendance de fond qu'on voit de plus en plus et on se dirige vers ça. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu mal perçu. Vous voyez le réflexe qu'on a de dire oui, mais s'il se met auto-entrepreneur ou s'il se fait du conseil entre deux postes, c'est parce qu'il n'arrive pas à trouver, ou etc. Mais le switch et le rapport de force est vraiment en train de s'inverser. Ça prend un peu plus de temps que dans d'autres pays. Mais pour le coup, je crois vraiment en fait à cette évolution du contrat de travail et de la relation entre l'entreprise et le talent qui n'est plus un salarié, mais qui va vraiment être un vrai partenaire de l'entreprise. Et ce partenaire-là, il ne va pas effectivement être salarié, il va être indépendant, free. Et donc, ça va, entre autres, passer par le statut d'auto-entrepreneur. Certains vont jusqu'à dire qu'effectivement, l'espèce d'envolée, d'engouement pour le télétravail observé à l'occasion du confinement
porte en germe, effectivement, peut-être pas la fin du salariat, mais enfin, en tout cas, c'est ce que vous nous dites, hein, une décrue, en tout cas, un recul du salariat pour toutes ces raisons, à la fois parce que le télétravail rend les choses plus faciles. En tout cas, qu'on connaissait jusqu'à présent, oui, c'est certain. Et je pense d'ailleurs que l'un des prochains sujets qui sera important de traiter pour le gouvernement, c'est comment on retravaille comment est-ce qu'on repense le travail en France, quelle forme il prend, quel contrat on met en place, parce que entre une tendance de fond déjà, qui était celle qu'on a exposée tout à l'heure, plus effectivement le confinement, le télétravail, le fait de vouloir travailler différemment, etc. Tout ça va faire qu'on ne pourra pas rester sur les mêmes bases et qu'il va falloir répondre à ces aspirations, répondre à ces demandes, pour que déjà, les entreprises puissent y répondre et donc soient accompagnées et puissent proposer des contrats ou des dispositifs qui soient finalement assez flexibles, assez agiles, pour pouvoir garder et continuer à travailler, notamment avec des talents, avec des gens qui veulent garder, mais qui n'accepteront plus de travailler tel qu'ils le faisaient avant. La tendance que vous évoquiez aux Pays-Bas, c'est pas spécialement en 2020 avec le confinement. Non, ça date déjà d'il y a 2-3 ans, un petit peu plus d'ailleurs. Donc c'est intéressant et ça, on le suit et on voit petit à petit en France que ça arrive. Et là, effectivement, on a quand même une accélération qui est liée, pour le coup, à la crise. Vous pensez également, Bruno, que vous vouliez réagir ? Non, exactement. En fait, c'est-à-dire que je pense que le contexte sanitaire n'a pas créé de tendance particulière, mais en fait a accéléré énormément des tendances qui étaient déjà... Là-dessus également. Ouais. Exactement, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'avec le télétravail, comme elle a très bien dit, en fait, les gens... Par exemple, en fait, sont de plus en plus indépendants, voient aussi, on va dire, les intérêts d'une certaine flexibilité. Et puis, si vous n'allez plus au bureau, bon, vous avez peut-être un attachement un peu moindre à vos collègues, à votre entreprise, on va dire, à ce cadre. Et pourquoi pas. Pour le coup, il n'est pas forcément très positif du point de vue de l'entreprise. Le moindre attachement que vous évoquez, pour l'entreprise, loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur, voilà. c'est pas... Ouais. Après, à titre individuel... Le besoin d'inventer des nouveaux... Effectivement, chaque salarié va ensuite... en déduire s'il préfère le télétravail ou pas, si vraiment il a besoin de voir des collègues et les mêmes collègues de façon régulière ou pas. Et certains probablement se diront c'est une bonne façon de prendre mon envol, d'être en freelance exactement. Est-ce que vous pensez, Bruno, que cet essor-là, l'essor du télétravail, l'essor du travail un peu plus autonome, doit s'accompagner, comme l'évoquait Perle, peut-être pas une remise en plat, mais enfin en tout cas d'un accompagnement de la législation sociale, justement pour redéfinir les liens entre employeurs et plus salariés ou employés, mais voilà, collaborateurs, à distance ou pas, mais le freelance actuel n'est pas satisfaisant en tout point, semble-t-il. Effectivement, si on regarde le rapport entre salariés et entreprises, on va dire que le cadre du télétravail n'était pas forcément bien régi ou bien clair dans toutes les entreprises. Donc il a fallu, je pense que toutes les entreprises à court terme, notamment, ont essayé de faire au mieux, de mettre en place des processus, etc. Je crois que c'est plutôt bien passé dans la plupart... Chez vous, chez Coface, vous êtes encore en télétravail Oui, en plein télétravail, oui. À 100% D'accord. Et la règle de l'entreprise, c'est, à date, ou de ce que vous en connaissez, c'est... Alors, dans la situation actuelle, on peut le comprendre. Est-ce que vous imaginez que l'entreprise va revoir effectivement la façon de faire ? Ils ont déjà annoncé qu'on ne reviendra pas comme avant en 100% travailler au bureau ? Non, sur ça... Pour l'instant, il n'y a pas encore de décision. D'informations, mais encore une fois, cette tendance au télétravail, en fait, est mise en place depuis 2 ou 3 ans déjà, avec davantage de jours octroyés par chaque année. Donc on voit bien, encore une fois, que c'est une tendance de fond. Après, il y a aussi des entreprises où, par exemple, on se dit, c'est l'occasion de louer des bâtiments qui sont un peu moins grands, pour seulement 70 ou 60% de l'effectif. Donc là, ça veut dire... Exactement, et économiser, exactement, et que chaque personne vienne 3 ou 4 jours seulement par semaine, et pas les mêmes jours, et comme ça on peut effectivement économiser aussi. Donc c'est vrai que les entreprises peuvent aussi trouver leur, on va dire, leur intérêt, mais sans aucun doute, le Covid, en tout cas cette nouvelle situation, va accélérer cette tendance-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la réglementation ? Qu'est-ce qui devrait bouger pour justement arriver à une espèce de situation contractuelle plus équilibrée entre d'un côté le salariat un peu figé et puis le freelance actuel qui avait l'air de aujourd'hui, par exemple, pas parfaitement satisfaisant. Si vous avez un contrat, on peut en fait apparenter le travail avec un
collaborateur ou un prestataire, on va dire, en auto-entrepreneur comme un salarié déguisé. Si on travaille trop avec lui, il faut varier les projets, sont requalifiés, quoi. les budgets, voilà. Donc, ne serait-ce que ça, c'est-à-dire assumer le fait que dans l'entreprise, il y a des collaborateurs qui soient effectivement sous ce type de contrat-là et que effectivement ça ne soit pas, que ça soit intégré, que ce soit légal entre guillemets. Oui. Ne serait-ce que ça, je pense que ça favoriserait, en tout cas, ça assainirait un petit peu la situation parce qu'en vrai aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Après pour le reste, Pour de mauvaises raisons, vous voulez dire un peu. Pas forcément pour de mauvaises raisons, mais parce qu'en fait, c'est le système qui leur convient le mieux, à la fois eux en tant qu'entreprise et les salariés également. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Après, bonne ou mauvaise, bon, tout dépend de l'entreprise, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une pratique. Donc à un moment, il faut la regarder, il faut la prendre en compte et puis il faut ouvrir les yeux et se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on l'intègre et comment est-ce qu'on fait en sorte que ça puisse être équilibré, que ça devienne, que ce soit encadré. Donc voilà, après je ne suis pas politique et je ne rentrerai pas dans le sujet de type de contrat, mais je pense qu'effectivement il faut absolument travailler sur la flexibilité de l'emploi dans sa globalité parce que ça correspond aujourd'hui, et c'est une tendance encore une fois de fond qui ne fait que s'accroître, de nécessité pour les entreprises et de demande de la part des salariés. Donc il faut travailler sur cette flexibilité, exactement. On marque une courte pause, restez avec nous. On va parler fusion d'entreprises avec une actualité chargée entre grands groupes français, vous le savez. On se retrouve dans un instant. Retournant Late et Smart, merci de rester avec nous. On parle beaucoup de fusion d'entreprises, de rachat, d'acquisition dans le capitalisme français. L'actualité est très riche avec de nombreux dossiers. Tenez, pour lancer le sujet, je reviens à notre sujet de début d'émission. On parlait de la nomination à la tête de la bourse de Paris. Les Échos qui regardaient ce tweet qui disait « Cette nomination intervient à un moment charnière alors que Euronext s'apprête à finaliser le rachat de la bourse milanaise. » Petit clin d'œil de notre confrère Jean-Marc Vittori à propos de l'affaire Carrefour, qui nous dit « Imagine une seconde l'inverse, Bruno Le Maire se serait-il opposé au rachat d'Euronext par la Bourse de Milan au nom de la souveraineté financière de la France ?» Donc voilà. Et dans le même ordre d'idées, le correspondant des économistes à Paris, Stanley Pignal, il nous dit « Ce serait totalement impossible d'imaginer qu'une entreprise étrangère achète Atos, une grande firme française dans l'univers du numérique, là encore allusion à Carrefour, mais Atos a envie de s'acheter une compagnie américaine et s'attend à ne pas faire face à de la résistance. Atos est en effet engagé dans le rachat, enfin en tout cas aurait envie de racheter DXC Technologies aux États-Unis, qui est le nouveau nom d'une entreprise qui est née de la scission d'Hewlett-Packard, donc la partie services informatiques de HP aux États-Unis. Donc là, ça évoque effectivement la polémique dont on a largement parlé la semaine dernière sur l'opposition de Bercy à l'acquisition de Carrefour par un groupe canadien. Pendant ce temps-là, je le disais dans le sommaire tout à l'heure, Stellantis est né ce week-end, officiellement samedi, fusion de PSA et de Fiat Chrysler. Première cotation aujourd'hui à la Bourse de Paris et à la Bourse de Milan. Première cotation demain à la Bourse de New York, parce que Wall Street, je crois, est fermé aujourd'hui. Et puis, du nouveau dans le feuilleton Suez-Veolia, avec Suez qui a proposé 2 chevaliers blancs pour prendre la place de Veolia et donc se vendre auprès d'eux, des fonds d'investissement, dont l'un des 2 est américain. Là encore, ça va poser des questions. Bref, voilà, une actualité fusion-acquisition très forte. À chaque fois, une envie d'être plus gros. C'est le cas de Veolia qui veut racheter Suez. C'est le cas de PSA et de Fiat Chrysler qui fusionnent. C'était le cas du Canadien Couche-Tard qui voulait racheter Carrefour. C'est le cas de Atos qui veut racheter une grosse entreprise de services informatiques aux États-Unis. Malgré cela, Bruno, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'on n'est pas dans. Chaque cas est un petit peu différent quand même, où il y a une espèce de mouvement de concentration qui est logique et peut-être un peu classique. Après, dans les périodes de crise, c'est souvent des opportunités qui se présentent. Comme vous l'avez très bien dit,
tout le monde cherche une chose, c'est à devenir plus gros, effectivement, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Je pense que tous ces exemples-là montrent bien les différentes raisons d'une fusion. C'est-à-dire qu'on voit bien que j'imagine que vous en avez parlé très longuement la semaine dernière, mais pour l'exemple de Carrefour, le but pour Couche-Tard, c'était justement de se diversifier en fait. Et ça peut être le but d'une fusion, on est sur un segment qui est en difficulté, où on sait qu'il va être en difficulté, comme c'est la distribution de carburant. Et donc on se dit, bon, on va essayer de se diversifier déjà en zone géographique, donc aller sur d'autres marchés, et puis également voilà, sur de la grande distribution, qui est un autre relais de croissance. Donc sur ça, et encore une fois, je pense qu'avec les crises aussi, on se rend compte qu'il faut diversifier son portefeuille, parce qu'on peut être exposé à un secteur qui, lui, sera plus en crise qu'un autre, également de façon géographique. Bon, là, on a affaire à une pandémie qui est mondiale, mais quand la pandémie plupart du a cas, démarré... quand il y a des crises, elles ne sont pas aussi Exactement. équitablement réparties que celle-ci. Et quand la pandémie a commencé en Chine, on se disait tous, voilà, en fait, on était beaucoup trop dépendants de la Chine, il faudrait penser à diversifier un peu ces endroits de production, etc. Et puis après, il y a l'autre côté, qui est celui de réaliser des économies d'échelle. C'est le cas notamment de Veolia et de Suez. Ça ressemble un peu à un achat opportuniste, mais comme Veolia l'avait dit, quand Engie a décidé de vendre ses parts, c'était une bonne opportunité, parce que là, ils sont vraiment sur les mêmes segments, les mêmes activités, donc c'est vraiment pour prendre, encore une fois, une taille critique, réaliser des économies d'échelle. Face à des concurrents qui demain seraient plus gros, notamment des Chinois, etc. Exactement. Et puis après, il y a PSA et Fiat, où là, c'est aussi pour prendre une taille critique, pour devenir le 4e constructeur en termes de volume de véhicules et en chiffre d'affaires, je crois que c'est le 3e, après Toyota et Volkswagen. Mais aussi et là, pour Fiat, ça qui est important, pour, on va dire, compenser une certaine difficulté ou un certain retard en matière électrique. Là, et notamment, on sait que l'année donc le besoin d'investissement, et pour ça, effectivement, plus on est gros, plus en théorie, sur le papier, exactement, on peut investir. Et puis, encore une fois, avec PSA qui est un peu plus en avance sur la question de l'électrique, voilà, on s'allie à un partenaire pour prendre déjà de la taille et en même temps voilà, profiter un peu de certains de ces avantages, et encore plus dans un secteur qui fait face à des défis très importants, parce qu'il faut en fait investir énormément pour entraîner une révolution électrique, parce que déjà c'est ce qui va marcher au cours des prochaines années, mais aussi parce que la réglementation européenne et sur tous les principaux marchés pousse à cela, alors même que vous n'êtes pas forcément face à une conjoncture très favorable depuis 1 ou 2 ans maintenant. Donc ça veut dire que vous avez peut-être moins de rentrées et en même temps il faut investir plus. Donc tout de suite, on voit bien les avantages d'être un gros groupe et encore une fois de pouvoir réaliser des synergies. Il me semble que Fiat et PSA ont dit qu'ils pensaient arriver à terme à des économies de 5 milliards d'euros par an. Donc voilà, on voit bien les avantages des fusions. Est-ce que c'est l'ancien monde, Perle de Hago, qui fusionne? Les géants du numérique se sont créés en 20 ans, en tout cas les géants américains, en tout cas dans l'univers d'Internet. Là, on parle d'entreprises qui, pour la plupart, sont beaucoup plus anciennes que ça. Est-ce que cette préoccupation de se rapprocher ou de s'acquérir ou de fusionner pour grandir vous paraît également partagée dans l'univers ou en tout cas une préoccupation également importante dans l'univers du numérique que vous connaissez peut-être mieux? Oui, bien sûr, ça l'est également, puisque il faut faire face, il faut que les entreprises puissent faire face justement à ces géants de la tech qui ont des monopoles quand même importants. Et donc pour ça, il faut effectivement avoir la même force de frappe en face, à la fois d'un point de vue de la concurrence, mais aussi d'un point de vue service ou produit. Il faut pouvoir égaliser finalement ces grands géants de la tech. Donc ça reste effectivement des mouvements financiers, des opérations financières qui restent très importantes, et on le voit dans le milieu de la tech, il y a des valorisations qui sont colossales, extrêmement importantes, qui sont d'ailleurs à juste titre ou pas, ça c'est encore un autre sujet, mais qui restent en tout cas importantes. Donc c'est effectivement à plusieurs on est toujours plus fort, notamment pour les enjeux d'investissement en fait. Parce qu'il y a une rationalisation, il y a des synergies qui se font. Donc, dans le domaine de la tech, c'est exactement pareil. Surtout qu'effectivement, toute la partie investissement, recherche, innovation technologique est très importante et indispensable. Donc, on parle souvent des tours de table, des levées de fonds. Il y a quelques jours, il y avait les chiffres je ne sais plus, je crois que c'est EY, sur effectivement le capital risque en 2020, avec un nouveau record à 5,4 milliards de levée de fonds en 2020. Est-ce qu'il y a également, à côté de ça, parallèlement à
ça, un marché entre start-up de la tech ou scale-up, je ne sais pas quel est le vocabulaire, un marché de fusion-acquisition dynamique sur lequel on sent une tendance par rapport à ce que vous évoquiez. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus des levées de fonds qui sont très présentes dans le secteur de la tech, un peu moins finalement des rapprochements entre des start-up ou des scale-up. Ceci dit, il y en a aussi, mais qui sont effectivement moins importantes parce que généralement, ce sont plutôt des entreprises intermédiaires justement qui, par ces fusions, cherchent à être plus présents sur le marché. Donc, on en parle moins. C'est vrai que la levée de fonds est beaucoup plus importante dans le secteur de la tech. Avec le risque que ce soit plutôt, pour les raisons que vous évoquiez, d'ailleurs plutôt des Américains beaucoup mieux valorisés financièrement qui avalent des entreprises européennes avec une assise financière moins importante. C'est ce qu'on reproche un petit peu aussi à Amazon. C'est-à-dire que Amazon s'est aussi développé en rachetant des startups et c'est ce qui lui a permis aujourd'hui d'avoir un certain monopole. Donc oui, c'est évident. Et en même temps, freiner ça, c'est quand même délicat aussi parce que l'innovation, elle est dans le fait effectivement pour une entreprise, non pas de la développer en propre, mais d'aller la chercher là où elle est et donc d'optimiser. Et c'est ce qui donne aussi de la dynamique au marché. Donc c'est effectivement. Oui, il y a des business où c'est même intériorisé, théorisé. Dans l'univers de la pharma, effectivement, il est quasiment acquis, en caricaturant et en grossissant le trait, que les grands groupes pharmaceutiques sont des industriels qui sont d'abord là maintenant pour distribuer et fabriquer, et que le développement des molécules, il se fait dans les biotech, et que soit ils nouent des partenariats, soit ils procèdent à des acquisitions. Vous avez un regard très international compte tenu de l'activité de Coface. Bruno, quelle est votre perception précisément sur la notion de souveraineté par rapport à des acquisitions étrangères, à la fois de la position de Bercy sur le dossier Carrefour, et puis parallèlement, on le rappelait, Bourse de Paris, Euronext qui achète la Bourse de Milan. Bourse de Milan, c'est l'équivalent de la Bourse de Paris en France, parce que Milan, c'est pas la capitale du pays, mais c'est la capitale économique. Donc c'est la principale bourse en Italie. Donc en termes de souveraineté, ça se pose là quand même. On évoquait Atos dans les services informatiques qui veut acheter une très grosse entreprise américaine. Qu'est-ce qu'on en dit à l'étranger de ces positions du gouvernement français sur le dossier Carrefour, qu'on peut comprendre d'un point de vue politique, d'un point de vue symbolique, mais effectivement qui ont pas mal fait jaser ces dernières semaines? Globalement, je pense qu'on est quand même, depuis plusieurs années maintenant, sur un repli protectionniste. En fait, on a eu, on va dire, un développement des chaînes de valeur et un développement... Vous voulez dire chez nous ou un peu partout? Un peu partout. D'accord. C'est quelque chose de mondial et on l'a très bien vu avec les États-Unis et la Chine qui se sont attaqués à ce niveau-là. Les États-Unis qui ont même du coup attaqué également les Européens, etc. Et puis on a eu des fortes tensions commerciales qu'on a d'ailleurs encore avec les États-Unis sur Airbus, Boeing et puis ensuite certains produits agricoles qui sont taxés. Donc c'est pas vraiment quelque chose de nouveau ni de caractéristique en fait au gouvernement français. La question qui se pose, alors c'est vrai que peut-être que cette crise-là nous a fait nous rendre compte que sur les médicaments, etc., on aurait dû être... Il y avait des sujets de souveraineté, en tout cas. Oui. Exactement, qu'on dépendait énormément de la production en Asie, et notamment en Chine, et que sur ça, peut-être que pour des questions de réactivité, on aurait dû les produire nous-mêmes. Donc on peut dire que ça a été un rappel, mais globalement, c'est quand même une tendance de fond. Mais toute la question, c'est plutôt celle des secteurs, en fait. C'est-à-dire, parce que le concept de souveraineté économique, c'est important en fait. Tout le monde peut le comprendre sur les industries évidemment jugées très stratégiques. On parlait le jour de la défense nationale, etc., ou de l'accès à l'énergie. La question, effectivement, c'est jusqu'où on va en termes de définition de caractère stratégique ou pas d'un secteur. Exactement. Et ensuite, il y a la question de qui achète. Et en fait, tant que ça reste en Europe, c'est aussi pour ça peut-être que le fait qu'on rachète la bourse de Milan pose moins de problèmes, ça reste européen, et puis même, c'est-à-dire que quand là on se dit qu'il faudrait rapatrier beaucoup de production en Europe, on dit en France très bien, mais comme chaque pays va essayer de tirer la couverture à lui pour davantage d'emplois, mais en fait on a le sentiment en tout cas que en Europe on resterait souverain, et c'est pour ça notamment qu'on cherche à rapporter certaines productions. C'est assez différent si c'est une entreprise chinoise qui achète une entreprise européenne, ou si c'est des fusions entre sociétés européennes. Donc on va dire que le concept de souveraineté, il est à géométrie variable, mais aussi parce qu'en termes économiques, déjà, ça a un sens selon le secteur duquel on parle, et puis aussi selon les pays.
Quel regard vous avez porté sur cette polémique, sur effectivement autoriser ou pas un groupe canadien à acheter un très grand groupe de distribution en France, alors que pendant ce temps-là, si on prend Alstom a acheté Bombardier au Canada, qui est évidemment une des plus grosses entreprises du pays, on évoquait la bourse de Milan, on évoque Atos dans les services informatiques qui veut faire ses courses aux États-Unis. C'est une vraie question et effectivement, c'est quel choix on veut faire, quelle orientation finalement on veut donner à nos entreprises françaises. Est-ce que vraiment on les porte sur l'international? Est-ce qu'on veut aussi internationaliser la France et ces entreprises françaises-là, que ça aille dans les deux sens en fait. Donc ça, c'est un choix effectivement politique, économique, important et qui a le mérite de poser la question. Après, ce qu'il faut faire et la réponse à la question, je ne l'ai pas. Je pense qu'effectivement, tout dépend aussi de chaque cas, que ce soit sur le secteur en particulier. Effectivement, quand on parle aussi dans le numérique de tout ce qui est data, cloud, ça, c'est des sujets quand même de fond. Où est-ce qu'on héberge les données, qui est propriétaire de ces données. Donc, et ça se pose aussi effectivement dans d'autres secteurs, celui de la santé, celui de l'alimentaire. Donc, ça mérite en tout cas effectivement de poser la question et de poser des cadres pour qu'effectivement, je pense que ces fusions, ces acquisitions sont importantes. Elles contribuent finalement à la dynamique économique. Maintenant, c'est quel cadre on leur donne, quel cadre on leur donne, sous quelles conditions elles peuvent se faire et elles peuvent exister. Et là, effectivement, c'est le rôle un petit peu des décideurs, des législateurs, des dirigeants de mettre ça en place. Est-ce que dans l'univers, encore une fois, des startups qu'on évoquait tout à l'heure, on parlait de levée de fonds, etc., est-ce que c'est les questions qui se posent, la nationalité des fonds, par exemple? Est-ce que, parce qu'à l'inverse, des fois, on dit c'est bien d'avoir un fonds américain à son capital parce que ça va nous permettre l'accès au marché américain. En tout cas, ça va faciliter l'accès au marché américain. Donc là, on voit que la problématique de souveraineté est limite inversée. Effectivement, le rapport est un petit peu différent et pour une start-up, lever des fonds auprès de fonds finalement étrangers, surtout par exemple, on lève des fonds parce qu'on a besoin de développer l'entreprise, on ne lève pas des fonds normalement pour lever des fonds. C'est parce qu'on a un besoin de croissance et donc de financer cette croissance. Cette croissance, elle peut être financer le produit, donc la technologie, ou elle peut être effectivement de financer le déploiement, la commercialisation et aller dans d'autres marchés. Donc on a tout intérêt pour une start-up qui veut se développer aux États-Unis d'avoir un fonds américain dans sa levée de fonds pour financer cette croissance. Donc là, au contraire, c'est effectivement très important. C'est un signe justement positif par rapport au marché, de dire qu'effectivement, elle a été capable de rassembler, faire un tour de table auprès d'entreprises, auprès de fonds qui sont justement internationaux. De la notation des entreprises, un petit peu votre métier chez Coface, notamment, une partie, de savoir la solidité des entreprises dans le cadre du commerce international. Est-ce que ce type de dimension, nationalité des investisseurs, du capital, etc., ça rentre en ligne de compte ou pas vraiment? Un euro est un euro, un dollar est un dollar? Non, pas forcément. Encore une fois, c'est la solidité de l'entreprise. En plus, nous, on est une entreprise internationale désormais, donc il n'y a pas forcément de questions à ce niveau-là. Mais là où je veux en venir, en fait, c'est que sur la question des fonds, en fait, lever des fonds n'a jamais été vraiment un problème, c'est-à-dire une entreprise qui lève des fonds et qui obtient des fonds américains ou non, mais ça veut dire que c'est ses actionnaires. En fait, Mais après, toute la question, c'est le poids, en fait, qu'ont ces personnes-là. Et c'est pour ça que lorsque notamment le gouvernement s'est inquiété du fait que Couche-Tard rachète Carrefour, en réalité, c'est pas forcément que Couche-Tard apporte. C'était pas une fusion entre égaux comme supposément PSA, Fiat Chrysler. Exactement. Ouais. En fait, toute la question lors d'une fusion, pour savoir si on y a intérêt ou pas, savoir qui va décider, parce que au-delà du secteur et du côté stratégique du secteur, l'autre question c'est en cas de crise ou lorsqu'on a des difficultés, dans quel pays on va restructurer. Et on sait bien que quand c'est une entreprise française, très souvent en fait, et qu'elle est aussi à l'international, elle va restructurer très faiblement en France. Et en fait, si elle a des... Si elle a le choix, elle va préférer restructurer en Belgique. Et puis, c'est pas nouveau. Souviens de Villevorde, c'était il y a plus de 20 ans. Et avec Renault. C'est pour ça que c'est très important, en tout cas pour chaque gouvernement, d'essayer de conserver, on va dire, le pouvoir décisionnaire, ou en tout cas que des personnes de ce pays-là soient décisionnaires en fait dans ces grands groupes, au-delà de lever certains fonds.
Mais bon, après ça, le problème, c'est que tout le monde veut faire ça, et ensuite, évidemment, on ne peut pas non plus être trop protectionniste, puisque sinon, ensuite, vous allez aussi freiner le développement de vos entreprises à l'international. Il s'agit de trouver le juste milieu avec des règles assez claires. Bon, Alors, j'ai cité plusieurs dossiers en cours qui sont dans l'actualité. Pour terminer juste rapidement, est-ce que vous parieriez sur une multiplication de ce type de dossier cette année 2021, notamment à la faveur de l'intégration des conséquences de la crise économique qu'on est en train de vivre? Oui, effectivement, en temps de crise, on a des gagnants et des perdants. On a des entreprises qui s'en sortent bien et qui donc sont en mesure de racheter des entreprises qui, elles, sont plus en difficulté, sont un peu plus vulnérables. Et en plus, comme on l'a dit précédemment, on fait face à des mutations qui sont accélérées par cette crise-là. Et les entreprises qui ont, on va dire, raté un peu certains tournants vont devenir des proies ou si elles sont assez grosses, vont vouloir peut-être en racheter d'autres pour, on va dire, prendre un peu mieux ce tournant-là, que ce soit sur l'électrique, sur le e-commerce, etc. Voilà, pour essayer de rattraper ce retard. Donc oui, on peut s'imaginer qu'on va avoir une multiplication des fusions. Oui. Allez, il nous reste quelques minutes dans l'émission. On va, comme chaque soir, balayer 2-3 sujets d'actualité, rien à voir pour le coup avec vous. Rien à voir, disais-je, je ne vous ai pas menti. On va parler du guide Michelin tout de suite. C'était aujourd'hui à 13h. Regardez cette dépêche de l'agence France-Presse qui nous a appris que le chef marseillais Alexandre Mazzia, à la cuisine audacieuse, nous dit l'AFP a été distingué de 3 étoiles Michelin dans une nouvelle sélection France, c'est-à-dire que le nouveau guide Michelin France 2021, maintenu en dépit de la fermeture des restaurants, explique l'agence. C'est le seul nouveau 3 étoiles du millésime 2021, sachant qu'il y a par ailleurs 2 nouveaux 2 étoiles. Le sujet, c'est pas si vous êtes allé dîner chez restaurant AM à Marseille, le cas échéant, n'hésitez pas à le lire. La question est de savoir s'il fallait le sortir, ce guide. Il y a une micro-polémique, mais on est en fin d'émission. Il y avait les 2 camps. Il y avait effectivement, il fallait marquer le coup en soutien au restaurant, etc., faire comme d'habitude, voilà, comme si, entre guillemets, rien ne s'était passé, soutenir les restaurants en sortant le guide. Et puis ceux qui disaient, en rappelant quand même que, 1, les restaurants aujourd'hui sont tous fermés, 2, globalement, sur l'année 2020, ils ont été fermés la moitié de l'année, qu'il fallait faire un coup. Et donc peut-être décaler d'1 an, trouver un moyen d'essayer d'agiter le cocotier. Pourquoi pas de se réformer pour ce qui était un petit peu du guide Michelin. Donc là, on est à la fois dans le marketing de soutien à la filière, dans le marketing du guide Michelin. Un avis, une opinion, Bruno Hautain? Je pense que c'est bien que la vie, en tout cas que certaines choses continuent comme avant pendant ces temps difficiles. Les repères, le guide Michelin est un repère. Exactement. Début janvier chaque année. Ça met un peu de baume au cœur à tout le monde et ça nous permettra de l'année prochaine, ou cette année, en deuxième partie d'année ou peut-être des mois d'avril, qui sait, quand les restaurants ouvriront, d'avoir le tout dernier guide Michelin. Et puis encore une fois, on peut se dire que la vie va reprendre, que la situation économique des restaurants va s'améliorer aussi. Et encore une fois, je pense qu'en avril, mai, juin, juillet, les gens pourront suivre ces recommandations et aller dans ces restaurants. En soi, ça ne peut pas être négatif. Donc plutôt le côté positif, Perle? Moi, je trouve dommage que le guide Michelin ne soit pas aussi audacieux que les chefs qu'il récompense, parce qu'effectivement, il aurait pu peut-être profiter de cette année pour se réinventer un peu ou sortir un guide Michelin un petit peu différent des années précédentes, qui finalement serait aussi représentatif de la situation. Il y a énormément de chefs, de restaurants qui se sont réinventés, qui ont pu se réinventer pendant cette crise, qui ont fait beaucoup de livraisons, qui ont changé faire le guide Michelin de la vente à emporter, changer leur approche, de faire de la cuisine, parce que effectivement des conditions différentes liées au contexte. Donc ça aurait peut-être été l'opportunité pour le guide Michelin de faire les choses un petit peu différemment. Donc c'est une très bonne chose qu'il soit sorti cette année, parce que effectivement il faut pas s'arrêter de vivre, et c'est une institution et c'est un repère, et je pense qu'en temps de crise on a besoin de repères, mais c'est pas pour autant que ces repères doivent rester. Eux aussi peuvent évoluer, eux aussi peuvent innover. Trouver le juste milieu entre la tradition et l'innovation. C'est très bien qu'il soit sorti. Il aurait peut-être pu, il aurait peut-être pu avoir quelque chose d'un peu nouveau ou d'un peu décalé, ce qui peut pas forcément se permettre en temps normal. Peut-être que là, ça aurait pu être l'occasion.
Voilà. Et le directeur du Guide Michelin précisait que même si les restaurants ont été fermés la moitié de l'année, il a expliqué qu'en travaillant un petit peu plus, ils avaient réussi à faire autant de repas que l'année précédente. Et voilà, juste pour sourire, pour terminer, faute de restaurants ouverts, nous dit le site parodique Gorafi, Guide Michelin attribue ses étoiles à des KFC. Allez, on change complètement de sujet, plus sérieux. Un autre monde, décidément. Un tweet d'Henri Gibier, le directeur du supplément Week-end des Échos, confrère. Spend as much as you can. Le FMI... la directrice du FMI urges, c'est-à-dire implore les gouvernements du monde entier de dépenser autant qu'ils peuvent. Un autre monde, décidément. Effectivement, pendant 30 ans, le FMI il a quand même plutôt dit qu'il fallait essayer d'être rigoureux en termes de finances publiques. Là, c'est dépenser autant que vous pouviez. Et je mets en parallèle ce papier aujourd'hui dans le quotidien, les Échos également, décidément, aujourd'hui, la dette des États a gonflé de 10 000 milliards de dollars en 2020, c'est-à-dire qu'avec une petite crainte pour les pays émergents, regardez ce graphique en termes de tendance, la tendance à l'évolution de la dette est la même, mais pour ce qui est des intérêts payés, comme effectivement ils payent des coupons plus élevés que les pays développés, l'intérêt payé par les pays émergents va atteindre très rapidement le même niveau que les intérêts payés par les pays développés. Spend as much as you can, il n'y a aucun doute là-dessus à court terme. Le problème, Bruno, c'est quoi? C'est le jour où il faudra un peu se calmer de dépenser autant que possible? Oui, et ce jour va probablement arriver avant, on va dire, dans les pays émergents que dans les pays avancés. Dès cette année, probablement, les pays émergents, en tout cas ceux qui sont vraiment endettés, alors en moyenne, les pays émergents ont monté de 10 points du PIB, leur dette. Dans les pays avancés, on est plutôt à 20 points, mais encore une fois, il y a toute la question de la confiance des marchés. On est globalement sur un environnement où les taux d'intérêt sont très très bas. Et donc, globalement, pour les pays avancés, c'est une question qui ne se posera probablement pas dès cette année. Il s'agira en 2020. Il y en a qui disent qu'on est sur des obligations perpétuelles, voilà, donc c'est pas un sujet. En revanche, est-ce qu'on a une bombe à retardement du côté de la dette publique des pays plus pauvres? Ouais. Oui, parce qu'évidemment, très vite se posera la question de leur capacité à rembourser, parce qu'ensuite, il faudra emprunter à nouveau pour être en mesure de rembourser. Et on sait bien que très vite, il faudra, dans ces pays-là, commencer à faire des efforts budgétaires pour, encore une fois, la question, celle de la crédibilité. De la crédibilité, de la soutenabilité de votre dette et de votre capacité à rembourser. Et encore une fois, avec des intérêts bien plus importants, il faudra générer de la croissance plus importante, mais aussi, très rapidement, montrer que vous faites des efforts budgétaires. Sinon, encore une fois, il y a des problèmes après pour emprunter à nouveau. Et encore une fois, ce sera, je pense, l'un des grands sujets de cette année dans les pays émergents. Dans les pays avancés, ce sera remis un peu à plus tard. Un commentaire, Perle, sur ces montagnes de dettes qui s'accumulent? J'ai quand même l'impression que la problématique se pose aussi pour les pays avancés, de l'endettement, du remboursement. J'entendais encore ce matin sur France Inter, il y avait une interview. À quel moment, où la répercussion va être faite, quand et où, et qui? Forcément, le contribuable. Donc il y a quand même un enjeu, et ce sujet-là est quand même aussi dans les pays qui sont avancés, et dont la France. Donc je pense que c'est quand même un problème de fond commun à tous les pays, même si effectivement les pays qui sont émergents auront certainement plus de difficultés parce qu'ils empruntent beaucoup plus cher. Finalement, ils ont aussi un potentiel de croissance qui est peut-être à long terme plus important que les pays plus avancés ou dits riches aujourd'hui. Allez, dernier sujet, j'aurai pas le temps de vous faire réagir, mais je l'évoque quand même. Effectivement, regardez ceux qui sont passionnés, on va partir la tête dans les étoiles, ceux qui s'intéressent à la conquête spatiale. Depuis des mois, on parle régulièrement de SpaceX. La semaine dernière, on a pu évoquer Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos, qui avait réussi son dernier lancement du fusée, qui elle aussi réatterrit à la même place. Et puis ce week-end, c'est Virgin, donc le Virgin Orbit, l'initiative du milliardaire britannique Richard Branson, qui a réussi son vol. Alors là, pour le coup, c'est pas la conquête spatiale, c'est l'envoi de satellites de petite taille à partir d'une fusée qui elle-même est tirée à partir d'un avion. C'est la première fois que Virgin Orbit réussit son vol. Donc on voit que cette industrie spatiale est très 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 dynamique en ce moment. Il se trouve que ça se passe beaucoup aux États-Unis, peut-être pas assez en Europe, mais c'est un autre sujet. En tout cas, la bataille pour les étoiles, en tout cas la conquête spatiale repart de plus belle, et ça c'est plutôt sympa. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Très bonne soirée. À demain même heure.